comment un homme peut construire son identité dans un monde empli de stéréotypes. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à visionner ma précédente vidéo qui développe comment Beastars reflète notre société. Dans cette vidéo, nous allons focus sur les personnages carnivores et donc masculins de l'œuvre, et notamment leurs réactions face à la discrimination. Et vous allez le voir ici aussi, l'œuvre est très riche en nuances. Alors accroche ta ceinture parce qu'on est parti pour explorer ensemble la masculinité à travers l'œuvre de Beastars. Le personnage controversé de Bill est considéré dans l'œuvre comme le mec cool par excellence. Celui qui fait des vannes, qui met des tapes dans le dos et à qui on pardonne assez aisément les aspects problématiques. Mais sa popularité cache une personnalité complexe et ambivalente qui n'est pas l'archétype du méchant. Élevé dans l'idée qu'en tant que carnivore et surtout en tant que fauve, il était dominant et dangereux par nature, il lutte avec cette identité qu'on lui a imposée. Et face à cette dernière, il a adopté une posture provocante, un petit peu comme une forme de révolte. Je souffre parce que vous dites que je suis un agresseur alors que je suis innocent? Eh bah ok, je vais agir en tant que tel. Mais Bill est très loin d'être unidimensionnel et il est au contraire plein de paradoxes. Il admire Louis pour sa force et lorsqu'il est désigné comme son successeur, son comportement, c'est très clairement celui d'un fan. Cependant, il le voit également comme une menace à ses propres libertés et cela au point de l'attaquer. Ces contradictions révèlent un homme tourmenté, tiraillé entre l'image négative que le monde lui renvoie, ce qu'il pense devoir être pour justifier ses souffrances, et ce qu'il est réellement. Et l'ambiguïté est même présente dans sa relation à ses propres pulsions. À quel point est-il naturellement agressif? À quel point surjoue-t-il ce rôle? Que ce soit par défiance ou que ce soit parce que c'est ce que la société attend de lui? Lorsqu'il expose sa fiole de sang ou lorsqu'il emmène ses collègues au marché noir, son comportement ne semble pas du tout naturel. Il est au contraire particulièrement agressif. Et comme la meilleure défense c'est l'attaque, ses actes de défense montrent moins une acceptation de sa nature que la peur d'être enfermé dans une identité qui lui fait du mal. On notera d'ailleurs à quel point il déteste les gauchis. Le fait que ce dernier lutte contre sa nature qui le voudrait naturellement dominant est absolument insupportable pour lui qui a baigné dans cette certitude depuis sa naissance. Ce comportement évoque plusieurs mouvements de notre société, tels que les mouvements des Red Pills, où certains hommes revendiquent avec force une dominance naturelle par peur de perdre leur place présumée dans la hiérarchie sociale. Finalement, il n'est pas tant un prédateur qu'un homme effrayé, naviguant dans un monde qui a déjà des idées préconçues de ce qu'il devrait être. Contrairement à d'autres carnivores, Juno ne ressent aucune pulsion envers les herbivores. Et elle ne les voit même pas comme des proies, mais comme des égaux, voire même dans le cas de Haru, comme des rivaux. Cette absence de pulsion envers les herbivores nourrit sa conviction que les stéréotypes qu'on inflige aux carnivores sont totalement infondés. Si elle ne ressent pas de pulsion, elle pense que très certainement aucun carnivore n'en ressent. Cependant, Juno subit tout de même les effets néfastes de ces stéréotypes. Étant elle-même naturellement plus faible que d'autres carnivores, certains herbivores exploitent cette faiblesse pour la maltraiter. Cela l'amène à prendre un positionnement complexe. Elle soutient la non-mixité scolaire comme moyen de protection mutuelle, bien qu'elle croit fermement que les carnivores peuvent user de leur force pour protéger les herbivores. Juno est donc globalement de bonne foi et elle souhaite surtout le bonheur de tous. D'ailleurs, sa grande popularité et l'accueil qui est réservé à son discours à la fin de la saison 1 en témoignent. Mais Legoshi, qui a été donc à l'écoute de Haru et directement confronté au gang des lions, n'est pas du même avis. Pour lui, le fait de choisir délibérément de passer sous silence l'enlèvement de Haru pour mettre en avant son acte héroïque renvoie à une forme de déni qui expose d'autant plus les herbivores au risque, en minimisant le danger que peuvent représenter certains carnivores. Et finalement, si on se penche sur le gang des lions en lui-même, le fait qu'il soit constitué de lions et donc de fauves n'est pas du tout anodin. Comme on l'a vu, les fauves sont les plus touchés par les discriminations. Dans la vidéo précédente, on avait notamment évoqué comment le maire, donc un lion, avait dû se faire retirer les canines et refaire le visage pour s'intégrer à la société. Le fait de passer leur acte malveillant sous silence, comme le fait Juno, peut donc renvoyer au concept de la respectability politics. Ce mouvement qui prône l'intégration et le changement de stéréotypes par la mise en avant de comportements exemplaires. Si ce mouvement a des intentions nobles, il est également critiqué pour négliger les inégalités déjà en place.
Les lions sont réellement marginalisés par la société. Le fait de passer leur acte de violence sous silence contribue donc à la fois à exposer davantage les herbivores au danger, mais également au fait de nier la stigmatisation et la discrimination que les fauves et par extension les carnivores subissent. Finalement, le personnage qui vient nuancer tout ça, c'est celui de Jack. Contrairement à Legoshi ou à d'autres carnivores, Jack ne ressent aucune pulsion. Il est cependant parfaitement conscient que des individus tels que Legoshi doivent vivre avec. Jack joue d'ailleurs un rôle crucial dans le développement de son ami. Et c'est celui qui l'aidera à comprendre que ressentir ses pulsions, c'est naturel. Et ce n'est pas une raison pour culpabiliser, se morfondre et encore moins s'autodétruire. Cependant, et bien qu'il accepte ses pulsions comme une part de la nature, il condamne fermement les actes criminels. Jack est aussi touché par la discrimination et il partage sa tristesse de voir certains de ses pairs tomber dans la violence. Globalement, on peut assimiler Jack à la majorité silencieuse. Ces personnes qui, bien qu'ayant des opinions, ne les expriment pas forcément publiquement. Dans le cas de Jack, son attitude semble être guidée par un réalisme pragmatique. Le monde est juste tel qu'il est. Il ne prend donc pas parti pour la supériorité naturelle des carnivores tels que le fait Bill, mais il ne prend pas non plus parti pour une vision idéalisée des carnivores telle que le propose Juno. Il se contente de constater factuellement ces divergences. Ce personnage incarne donc un large segment de la population, qui reconnaît les problèmes sans s'engager pour autant dans une démarche militante. C'est une position qui a ses mérites, car elle évite effectivement les polarisations extrêmes, mais qui est aussi parfois critiquée pour sa passivité face à des injustices manifestes. Le personnage central de l'œuvre, Legoshi, est en proie à une intense lutte intérieure. D'un côté, il ressent effectivement des pulsions de prédateur. De l'autre, il est envahi par la culpabilité dans un monde qui condamne ses instincts. Fondamentalement bon et bienveillant, Legoshi fait tout pour réprimer ses pulsions, ce qui va jusqu'à le mener à une dépression et à un rejet profond de lui-même. À la fois coupable envers Haru, victime des stéréotypes, et justicier envers le monde, le personnage de Legoshi est sans aucun doute le plus ambivalent, et celui qui tout au long de l'œuvre cherchera à trouver sa place, contrairement aux autres personnages qui ont des positionnements bien plus définis. D'ailleurs, le doute le caractérisera tout au long de l'œuvre. Il est le seul à ne pas juger Haru, en considérant qu'il est logique qu'elle s'hypersexualise à partir du moment où c'est ce que la société attend d'elle. Il s'interroge également constamment sur la nature de ses sentiments pour elle. Est-ce que c'est réellement de l'amour ou est-ce que c'est une déformation de son instinct de chasseur? Finalement, Legoshi décide d'accepter les aspects de sa personnalité qu'il rejetait, et cela pour protéger ceux qu'il aime. Et non seulement ce positionnement a pour effet de le réconcilier avec lui-même, mais en plus cette acceptation de sa nature semble même réduire la violence de ses pulsions. Ce qui renvoie, de même que pour Bill, à se demander quelle part de ses pulsions était réellement naturelle, et quelle part était exacerbée par sa propre anxiété. Legoshi pourrait être assimilé à un allié soucieux de la justice sociale, cherchant à user de son influence pour le bien collectif, tout en rejetant une part de ce qui est considéré comme de la masculinité. Un positionnement qui se veut ici aussi bienveillant, mais qui reste aussi doublement critiqué. Il est à la fois méprisé par ceux qui, comme Bill, ont intégré les stéréotypes de la masculinité comme une part centrale de leur identité, et qui considèrent donc qu'un carnivore n'a pas à se mettre au service des herbivores, mais également par certains herbivores, tels que Louis, qui considèrent que Legoshi ne peut pas comprendre la vraie souffrance d'un herbivore, et qui considèrent son intervention comme condescendante. Cette dynamique rappelle d'ailleurs certains débats sur le militantisme en non-mixité, où certains groupes estiment qu'il est préférable de mener leur lutte sans l'intervention de ceux qui ne partagent pas leur expérience. Finalement, la moralité de cette première saison se trouve certainement dans le développement de Legoshi. Comme on le voit, c'est peut-être le seul personnage qui trouvera réellement la paix. La solution proposée ici est donc d'user de sa force pour protéger les êtres qui nous sont chers. Il ne voit pas Haru comme un être inférieur parce qu'elle est naturellement plus petite et plus faible que lui. Bien au contraire, plutôt que considérer que sa force lui confère une dominance, il considère qu'elle lui confère une responsabilité, celle de protéger ceux qu'il aime. Et finalement, n'est-ce pas le message que Paru Itagaki voudrait nous faire comprendre?
Celui selon lequel, peu importe nos différences, peu importe les éléments qui nous donnent du pouvoir sur nos congénères, l'essentiel réside dans ce qu'on décide d'en faire. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de laisser un commentaire pour me donner ton avis, et je te dis à dans un mois pour une nouvelle vidéo.